Alors, est-ce que vous aimez avoir peur, frissonner, voire même avoir de temps en temps un petit haut le cœur, parce que c'est un peu ce qui est au programme de La Saignée de Cédric Cyr. Bonjour Cédric. Bonjour. La Saignée, c'est votre nouveau livre, votre spécialité à vous. Cette plongée, je dirais, dans ce qu'il y a de plus noir dans l'âme humaine. C'est de raconter des histoires qui font peur. Ouais. C'est mon truc. Ouais. Avec quand même moult psychopathes. Enfin voilà, ça va très loin quand même. Surtout celui-ci, La Saignée, ça va loin. Disons que c'est une plongée, effectivement, d'une part dans le dark web, dans ces zones anonymes d'Internet, et ça me permettait aussi de mettre en lumière des zones justement immergées et sombres de l'âme humaine. Ouais. Et de mes personnages. C'est le lien entre les deux. Il y a trois personnages principaux, on va dire. En tout cas, le récit part sur trois personnages, un couple et puis un enquêteur. Le couple qui va pas très bien. Et alors, on sent déjà qu'il y a des histoires de geeks là-dedans, qu'il y a des gens qui trafiquent de la drogue, mais pas seulement. Et on rentre en douceur, en fait, au départ. C'est ça, mais le but de toute histoire, c'est d'abord de prendre le lecteur par la main et de l'amener progressivement là où j'ai envie de l'amener, de le sortir parfois de sa zone de confort, et surtout quand on raconte une histoire comme celle de La Saignée qui parle de torture sur Internet. Ouais, voilà. Des red rooms. Alors, ce qui est assez amusant, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est qu'il y a un petit teasing au tout début du livre. Il y a une scène déjà, c'est comme un gros coup de poing sur le nez, sauf qu'on dit pas tout. Mais c'est la promesse dans chaque roman, dans chaque histoire. En tout cas, la façon dont je raconte mes histoires, ça a toujours été l'envie que le lecteur ne lâche pas l'histoire, que dès les premières lignes, l'appâter, qu'il soit immergé dans l'histoire. Et donc le prologue, c'est effectivement la description, même si je vais pas jusqu'au bout. Non. J'ai lu sur Internet des gens qui disaient que je décrivais des choses horribles. Il n'y a pas réellement de description, mais on comprend tout à fait ce qui se passe. Quand même. C'est un monsieur qui est derrière un écran d'ordinateur et qui donne des ordres à un bourreau en direct pour torturer quelqu'un jusqu'à la mort. Ouais, mais on va découvrir un peu plus tard que ça va plus loin que ça quand même. Voilà. Alors justement, c'est Red Room. Quand on regarde sur Internet, on dit que c'est une légende. Dans votre livre, d'ailleurs, on dit qu'on pense que c'est une légende, sauf que dans le livre, il faut bien qu'elles existent, sinon il n'y a pas d'histoire. Dans la réalité, on n'a pas de preuves. Ouais. Mais effectivement, dans la partie donc immergée, totalement anonyme de l'Internet. La légende serait qu'on pourrait trouver ces pièces rouges dans lesquelles on pourrait rentrer contre de grosses sommes en crypto-monnaie, donc en bitcoin, et pouvoir avoir le droit de donner des ordres à un bourreau en direct. C'est une légende. Ouais. Il n'y a réellement pas de preuves, mais pour l'esprit fertile d'un romancier tel que moi, c'était forcément un sujet en or. Pour jouer avec. Alors, disons-le tout de suite, vous ne donnez pas tous les trucs pour essayer d'aller les trouver. Vous parlez de Tor, évidemment, qui est un logiciel de navigation pour aller sur le dark web, pour s'anonymiser avec les sites .oignon qui n'existent que sur Tor, mais vous donnez pas les adresses. Hein. Absolument pas, parce qu'encore une fois, c'est de la fiction. Ce que je raconte, je disais tout à l'heure que je racontais des histoires qui faisaient peur, c'est ça, c'est des histoires pour frissonner, c'est du divertissement, sans aucune autre prétention. Mais ce que j'aime bien, c'est ancrer mes histoires dans la réalité. Donc tout ce que je raconte effectivement sur les réseaux, sur les enquêtes que vont être amenées à mener les flics, tout est ancré dans la réalité, tout est plausible, je me documente toujours. Mais le but aussi, c'est de raconter une histoire, c'est de créer des personnages et de laisser le côté romanesque quand même prendre le dessus. Mais du coup, vous avez quand même dû vous documenter à fond. Vous êtes allé vous-même sur le dark web pour voir un peu ce qu'on y trouve ? Non, mais j'ai longuement parlé avec des policiers, avec des programmeurs, qui m'ont montré un petit peu comment ça fonctionnait. Le but, c'est que je dise pas de bêtises. Donc, à la base, j'ai pas de connaissances. Vous faire allumer par les hackers après, quoi. Voilà. Non, mais en plus, c'est ça. On est en 2021 encore. Quand on écrit des choses et qu'on les publie, la moindre erreur qu'on a pu écrire nous donne des dizaines d'emails de gens indignés qui disent mais non, c'est pas comme ça. Donc mais c'est important ça. Les lecteurs sont très exigeants et ça pousse tous les auteurs actuels à être exigeants dans notre manière d'écrire, dans nos recherches. Donc c'est bien, ça met tout le monde poussé vers le haut. Il y a juste un truc qui m'a surpris, enfin non, il y a plein de choses qui m'ont surpris, mais un détail, c'est la valeur du bitcoin dans votre livre. Mais c'était en 2019. Voilà, parce qu'il vaut 10 000 euros, mais il est à 50 000 maintenant, le bitcoin. Il a pris beaucoup de valeur, c'était en 2019. D'accord, ok. J'ai situé mon intrigue juste avant la pandémie. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une grande partie du scénario qui se déroule dans des boîtes de nuit, dans le milieu de la nuit. Et évidemment, si j'avais placé en 2020 ou en 2021, ça aurait pas été possible. C'est vrai. C'était le but initial. Quand j'ai écrit en 2020 le roman, mais il n'était pas possible pour moi de le situer en temps réel puisque ça changeait trop ce que j'avais envie de raconter.
Donc je l'ai placé en 2019 pour que les boîtes de nuit soient encore ouvertes et que mon personnage principal, qui est une femme garde du corps, puisse travailler. Avec une femme bien abîmée quand même, hein. Elle est en chute libre. Ouais. Elle a morflé, elle a une violence intérieure. Elle tape dur, hein. Ouais, c'est une femme qui est capable de casser la gueule à tous les mecs. Ouais. Donc c'était aussi le côté un petit peu jouissif de quand j'ai créé ce personnage. Et j'avais aussi envie de parler d'une femme qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société très binaire d'aujourd'hui, où on est ou d'un côté féministe extrême, ou à l'extrême de l'autre côté, une bimbo amoureuse des artistes. Il y a un peu tout ça hein, dans l'histoire. Mais elle est entre les deux. Et dans une société qui donne où on doit être blanc ou noir, et elle n'arrive pas à trouver sa place, donc elle est encore plus en colère. Et elle a aussi l'impression que la société lui donne pas de deuxième chance, parce qu'elle a dérapé, elle a tué une personne sans le vouloir. Et donc c'était aussi le point de départ de l'histoire, d'avoir une personne très complexe, qui va évoluer aussi au fil de l'histoire, et qui, j'espère, intriguera le lecteur pour savoir réellement qu'est-ce qui peut faire d'elle ou une victime ou un bourreau. Parce que la question est ouverte. C'est la question. On ne peut plus rien dire maintenant de l'histoire. Sans ça, on va trop dévoiler. Mais c'est évidemment tout le talent d'un auteur que de rentrer dans la psychologie des personnages. Mais comment on fait pour s'immerger dans la psychologie de gens qui sont aussi cassés ou aussi pervers par certains côtés? Là aussi, on se documente, on va voir des cas précis, des choses de réelles, des rapports de police, etc. Tout à fait, mais c'est aussi une métaphore, le côté voyeur sur Internet, c'est la métaphore du lecteur aussi de polar, qui a envie de lire des histoires horribles, quelque part. Ou de celui qui mate des séries, des thrillers aujourd'hui, et même qui sont quand même aussi bien sanguinolents parfois. Donc, Ouais, mais ceci, alors, pour moi, j'ai toujours fait la différence entre la réalité et la fiction. C'est essentiel justement pour rester sain d'esprit. C'est les gens qui n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui est inventé et la réalité. C'est là que les problèmes et les dérives peuvent commencer. Et mon boulot, c'est vraiment de divertir. J'ai toujours insisté là-dessus. Mais c'est vrai que dans ce roman, je voulais... C'est pas forcément des descriptions horribles, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vraiment instaurer une ambiance oppressante et de jouer avec les nerfs du lecteur. On se demande jusqu'où ça va aller, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on a envie de tourner les pages et puis d'aller de plus en plus loin, d'aller de plus en plus vite. C'est aussi une écriture très cinématographique. En tout cas, quand on lit, on a les images qui s'impriment directement. Le roman La Saignée, c'est un mystère avant tout, mais c'est vrai que ma marque de fabrique, ça a toujours été cette immersion totale du lecteur. Je travaille beaucoup là-dessus pour que le lecteur ait vraiment l'impression d'avoir des images, d'avoir les odeurs, les sensations des murs, du crépi sur sa peau quand il y a des bastons, de l'odeur du sang dans l'air. C'est important cette immersion et c'est extrêmement ludique à mettre en scène. Là, je veux vraiment que le lecteur soit aspiré, qu'il oublie en fait qu'il est en train de lire un bouquin et qu'il soit avec les personnages. Qu'il ait aussi ses coulées d'adrénaline, quoi. Exactement. Voilà. C'est sorti chez Fayard Noir, fin du mois de septembre, donc vous allez le trouver partout maintenant. Est-ce que ça va être acheté, les droits, films, séries Trop tôt pour en parler. J'ai l'impression que oui, qu'il y a des velléités, mais ça, c'est les agents et les éditeurs qui gèrent en premier. Je suis souvent le dernier averti. Mais visiblement, oui, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt, en tout cas. Ah, je suis curieux. Ça s'appelle La Saignée et c'est signé Cédric Cyr. Merci, Cédric. Merci infiniment.